Bonjour Fatou. On accueille donc Fatou Diom, que vous connaissez. Vous la connaissez au moins depuis le ventre de l'Atlantique, si vous vous souvenez. Ça nous ramène en 2003. C'était chez Anne Carrière. Et c'était pas le premier livre de Fatou, mais c'est le livre, disons, qu'il a vraiment lancé. Et puis vous la connaissez depuis 2019 chez Albin Michel, puisqu'on publie Fatou depuis 2019. Il y a eu plusieurs livres. Le dernier, c'était un essai en 2023, je crois. Le verbe libre et le silence. C'était ou le silence. Elle laisse rien passer. C'était un essai passionnant sur la littérature où les éditeurs en prenaient pour leur grade d'ailleurs. Donc ça, c'était 2023. Et là, Fatou nous revient en cette rentrée avec un roman. Un très beau roman. Et je dis un roman, je devrais dire avec le roman. Puisque vraiment, c'est, je crois, le roman que Fatou portait depuis très longtemps. Un roman qu'elle n'avait pas osé ou réussi encore à écrire. Un roman qui est extrêmement personnel. Pour le pitcher en 10 secondes, il nous raconte un retour de Fatou il y a, je dirais, une vingtaine d'années, qui habitait déjà en France, en Alsace, et qui fait un retour au pays, dans son village natal. Et ça va nous permettre de faire connaissance avec la personne qui a le plus compté dans sa vie, en fait, qui est la figure centrale de ce roman. Alors, est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit? Bonjour. Sans pleurer, s'il te plaît. Ça va? Oui, c'est... Jésus. C'est... J'ai du mal à en parler parce que ça parle de mon grand-père. Donc, je pense que pour la première fois de ma vie, j'aurais du mal à présenter un livre. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi avant de l'écrire ou avant de le terminer, avant d'oser le présenter. Donc, mon grand-père, c'est lui qui m'a élevé. C'était mon tuteur, mon ami, mon confident, mon meilleur conseiller. C'est mon grand-père maternel. Donc, avec son épouse, c'est la père. Il s'appelait toujours mon ami, ma chère amie. C'était des amoureux pendant 75 ans. Et moi, j'étais abritée sous cet amour-là, dans une Afrique des années 60, où une fille née avant les salam alek de la mosquée ou de l'église n'était pas bienvenue. Donc, je n'étais pas invitée au banquet des humains. Et j'avais mon grand-père, un ange Gabriel, qui m'attendait et qui m'a redressé la tête et qui m'a toujours encouragée. Donc, je vous préviens tout de suite, dans ce livre-là, vous allez trouver peut-être que c'est loukoum, mais au miel, je n'ai pas peur d'ajouter du sucre. C'est mon grand-père, c'est l'homme de ma vie. C'est le capitaine de tous mes capitaines, c'est le premier de mes héros. Donc tout ce que je peux vous dire de lui, ça reste un euphémisme. Donc si vous me trouvez excessive, je regrette de n'avoir pas pu faire plus. Elle fait déjà beaucoup. Alors, bon, il faut lire le livre pour faire connaissance avec la figure de son grand-père et de sa grand-mère d'ailleurs. Mais finalement, je vais te poser une question autre parce qu'il y a tout ce que tu dis d'eux dans le livre, de ton capitaine qui était un maître à penser, un maître à vivre. Et puis, il y a une toile de fond, il y a un non-dit, il y a une sorte d'ellipse, puisque finalement, les gens dont tu parles dans ce livre, ben, ce sont eux, ce couple, mais il y a aussi ceux ou celles dont tu ne parles pas, et qui pourtant sont en fait le motif du voyage. Ce retour au pays dont je parlais, il va nous permettre de rencontrer le grand-père de Fatou, mais ce n'est pas la raison, en vérité, du voyage. Alors, est-ce que ça, tu peux nous en dire un mot, parce que c'est une partie importante de ton histoire personnelle? Ça, c'est une question de gangster. Parce que je trouve que dans le roman, ce qu'on ne dit pas dit quelque chose. Parce qu'on fait des esquisses autour. Et donc, ça dessine quand même un portrait en creux de la dame, de la maman de mes frères et sœurs. Oh oui, c'est du français. La maman de mes frères et sœurs. Oui, c'est ma mère à la naissance, sauf que ce n'est pas elle que j'ai appelée maman. Donc, je trouve toujours le mot maman, la concernant, impropre dans ma bouche. Donc, je l'appelais un koto. Un koto, chez nous, en sérère, ça veut dire grande sœur.
Donc, comme j'appelais sa maman, maman, par déduction, elle est devenue ma grande sœur parce que j'ai copié son frère au bac à sable qui disait Nkoto. Donc, moi aussi, j'ai dit Nkoto. Et en fait, je suis partie voir cette Nkoto qui était malade. Et puis, j'arrive, je la vois 24 heures. Et la rôdeuse des ombres l'a emportée. Donc, 24 heures après, je l'accompagnais pour l'enterrement. Je pense que c'est une des fois de ma vie où j'étais vraiment proche d'elle. Parce que sinon, je la voyais de loin, elle me voyait de loin. Et j'étais exclue de son quotidien, de sa vie matrimoniale, de sa vie familiale. C'est une dame que j'ai toujours imaginée loin. Elle a 18 ans de plus que moi. Et je ne lui ai concédé le mot maman que quand je suis devenue politiquement sa sœur de combat. Et là, je suis devenue presque sa grande sœur parce que c'est moi qui bataillais pour elle. Donc, c'est ma grande sœur africaine, plus que ma maman de famille. Moi, j'aime la musique. Moi, j'adore ça, mais ça fait un imprévu. Ah oui, j'aime bien. Donc voilà, et c'est cette dame-là qui fait que j'ai encore plus pensé à ses parents parce que c'est quand je suis rentrée que je me suis rendu compte vraiment que ses parents avaient perdu leur fille. Et donc le problème, c'est que quand on n'est pas élevé par sa propre maman, qu'on a grandi avec une autre maman, la tragédie, c'est qu'on va perdre 2 fois sa mère dans sa vie. Voilà, alors c'était aussi l'occasion de réfléchir à tout ça. On pense qu'on n'est pas si attaché que ça, mais finalement, peut-être que j'ai toujours attendu quelque part quelqu'un qui ne viendrait jamais me chercher, mais il y avait quand même l'expectative, même si ses parents étaient adorables. Et mon grand-père vaut 12 pères, hein, mais 12 pères de qualité. Et ma grand-mère vaut 12 mères, mais des meilleures mères. Donc alors du coup, leur fille, je prétendais qu'elle ne me manquait pas, mais en fait, elle comptait toujours comme une espèce de mélancolie. J'étais une orpheline de parents vivants, voilà. Très bien, on va passer à la question. Tout à fait, Gilles. C'est Marion Nicolas de la librairie Albin Michel. Et ô combien, en tant qu'éditeur, nous sommes heureux d'avoir une librairie Albin Michel qui va te poser la question, Fatou. Merci Rémi. Bonjour Fatou Diom. On comprend que vous avez mis du temps à écrire ce texte et cet hommage pour votre grand-père, adoré. Aujourd'hui, la question, c'est quel est votre ressenti, votre affection qui reste de l'île de Niodior, puisque c'était l'île de vos grands-parents et de votre grand-père que vous adoriez. Oui, merci. Alors, l'île de Niodior, pour moi, c'est d'abord, elle est bicéphale. Donc, elle porte le nom de ma grand-mère et de mon grand-père. Donc, mon Afrique, c'est ça. À chaque fois, quand je pense à l'Afrique, je vois mon grand-père, je vois ma grand-mère. Je ne peux pas détacher les 2 images. Je vois toujours les 2. Donc, Niodior, pour moi, c'est Mama Kormama. C'est comme ça que j'appelais mon grand-père. Mama, c'est grand-père en sérère. Kormama, c'est le chéri de grand-mère. Donc, je l'appelais Mama Kormama, puisqu'ils étaient tellement amoureux qu'ils s'appelaient toujours mon ami, ma chère amie. Donc, j'ai connecté les 2, Mama Kormama. Je l'appelle d'ailleurs comme ça dans le livre. Et Niodior, c'est ça. Et il m'a fait promettre de toujours venir. Donc j'y vais tout le temps. Et il m'a fait promettre de voir de la lumière dans le pardon. C'est-à-dire malgré les galères de l'enfance, vous savez, ce qu'on appelait les enfants illégitimes, je trouve que c'est faux. Hein. Il n'y a pas d'enfants illégitimes, sinon le bon Dieu ne l'aurait pas créé. Bon. Et puis on dit les enfants naturels, comme si les autres étaient tombés d'un bocal venu de Mars. Donc on est tous des enfants naturels finalement, sinon on est des martiens. Et alors sur cette île-là, c'est ma grand-mère et aussi mon grand-père, ce sont les 2 qui m'ont aidé à me sentir à ma place. Et mon grand-père, tous les gens que j'aime à Niodior sont liés à sa tribu ou celle de ma grand-mère et les gens qu'ils m'ont présentés. Et comme il m'a fait promettre de toujours garder Niodior dans mon cœur, eh bien, Niodior, c'est mon grand-père, c'est Saliou. Voilà, et c'est Saliou et Aminata. Voilà, merci. Donc, vous découvrirez ce livre. Vous avez compris que c'est vraiment vous allez visiter l'univers familial de Fatou, Niodior, et c'est aussi l'épicentre de son travail d'écrivain, vous l'avez compris. Alors, vous n'aurez pas le livre en partant dans vos sacs, parce que, comme vous l'avez compris, elle a mis beaucoup de temps à l'écrire, un peu en retard. Parce que je me trouvais nulle à chaque fois et je voulais faire mieux. Donc, on le transmettra à ceux qui le souhaitent plus tard, mais du coup, j'ai demandé à Fatou de lire un très court passage du livre pour vous donner juste un petit avant-goût de l'ambiance. Et puis, si vous ne lisez pas celui-ci, les autres, ce ne sera pas la peine, hein, parce que
C'était mon meilleur personnage. Alors pendant la visite, je vais le voir dans sa chambre. Parce qu'on papote toujours dans sa chambre. Sauf que j'arrive et il dort. Cet après-midi-là, assise dans cette chambre, observant ce corps devenu fragile, qui s'effaçait presque dans le lit, écoutant son souffle qui me semblait plus faible qu'à l'accoutumée, je me demandais si le Seigneur avait bien entendu mon rêve, mon vœu. Mes neurones avaient maintenant une trentaine d'années. Je n'avais peut-être pas encore compris grand-chose à la vie, mais tout de même, assez pour réaliser qu'elle courait à vive allure. A-t-elle le temps d'écouter ceux qui lui réclament de ralentir son pas? Combien de fois n'ai-je fait la sprinteuse derrière elle? Pour le moment, je me laissais emporter par un flot de pensées jusqu'à l'époque où cet homme aux cheveux blancs allongé sous mes yeux restait debout toute la journée avec des cheveux poivre et sel. À ma naissance, il avait plus d'une 60aine d'années. Pourtant, il était vaillant, toujours debout. Debout à m'attraper des rêves à la main, comme il m'attrapait des papillons entre les épis de mil. Debout à m'attraper ma gourmandise, des mangues, des papayes ou des corosols. Ça va être dur. Debout à me pêcher des grillades, des dorades, des carangues, des barracudas. Debout à me décortiquer la vie comme il me décortiquait des crabes. Debout à tenir ma petite main sur le chemin des champs de mil comme sur celui de la vie. Debout à me récolter pour ma gamelle les céréales que faisait pousser sa sueur. Debout à barrer sa barque par tous les temps. Debout, Cormam vivait debout. Et même là, s'il n'était pas en train de faire sa sieste, son esprit se serait mis à courir avec toute la vitesse qui manque à ses jambes presque centenaires. Voilà. Merci Fatou. Pardon. Pardon pour la mauvaise lecture.